Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce samedi 18 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC. En même temps, on va faire un tour sur l'hebdomadaire. On a eu une semaine qui a été assez rocambolesque sur la partie macro. Il va falloir en discuter fortement parce qu'on a une forme de centralisation qui rentre dans une notion de paradigme, dans la notion de corporation, et on va justement en discuter sur la partie macro, et surtout dans le parti BTC, on va se poser la question suivante: sommes-nous dans le déni qui est très fort, dans lequel on a eu une grosse accélération encore, on se remet de cette accélération de ces dernières semaines, et même si on a eu une petite respiration au niveau du cours, est-ce que c'est suffisant pour se dire qu'on va retracer? Est-ce qu'on est vraiment en bull run ou pas? Toutes les réponses, c'est tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va ouvrir tout de suite avec le S&P 500, dans lequel on se retrouve sur une grosse accélération encore cette semaine, dans lequel on a éclaté totalement nos retestes, mais on n'est pas allé chercher le plus haut, les 4565, mais on a eu une semaine qui s'est clôturée très très fortement. Alors là-dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est surtout de regarder ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq. Nasdaq, on a cassé le top, donc ça sous-entend que là, c'est comme si le SP500 était allé chercher ici la rupture, hop, pas le bon graphique, la rupture ici au niveau des 4633 exactement. Faire un nouvel ATH sur cette année. Et c'est vraiment important parce que ça veut dire plusieurs choses. Que on a un narratif macroéconomique qui est en train d'être tourné autour de l'intelligence artificielle, ça on s'en doutait déjà depuis un certain temps, au niveau des technologies, et c'est quelque chose qui est en train de prendre du poids, qui est en train de prendre de l'accélération. Alors là-dessus, oui, c'est vrai, mais c'est pas uniforme du tout. Justement, on a à côté la pondération de l'ensemble du S&P 500 par rapport aux plus grosses valeurs. Et quand on regarde et qu'on retranche en fait ces plus grosses valeurs, on voit qu'on est dans une phase d'accélération haussière très forte. Donc ça veut dire que là, on est dans la représentation des plus grosses, du pourcentage des plus grosses valeurs au niveau du S&P 500. Donc ça sous-entend qu'on est en train de se diriger dans quelque chose qui est très haut, qui est au plus haut depuis avril 2020, dans lequel on a la majorité de la capitalisation du S&P 500, malgré tout ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq et les revalorisations pour essayer de diminuer l'impact de ces grosses valorisations au niveau des indices, on est quand même très très haut. Donc ça veut dire que c'est porté majoritairement par les grosses entités. Ça, on le savait déjà, ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. Malheureusement, ça sous-entend aussi que on a quelque chose un fossé qui est en train de se créer. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à voir aussi en 2023, avec la chute de SVB, la crise bancaire régionale, au niveau des USA, dans lequel on a des rachats qui sont effectués par JP Morgan, par les grosses banques, les grosses entités, et on a une forme de centralisation des richesses. Alors, c'est quelque chose qui a commencé déjà depuis une dizaine d'années, on le sait, on le voit depuis un certain temps, mais là, ça s'accentue, ça s'accélère encore une fois, on a vraiment une dissension qui est en train de se faire, avec l'arrivée dans la notion de monde de corporation, qui est potentiellement, les 10 prochaines années, sous-entendu, une centralisation des richesses encore plus grande, avec des entités qui cannibaliseraient en fait les petites entités et qui cannibaliseraient l'ensemble des ressources, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit dans le domaine technologique. Plus on arrive dans une technologie qui est évolutive et qui est complexe à avoir, moins en fait on va avoir la capacité à avoir des ruptures technologiques liées à des startups, liées en fait à des petites entités. Plus ce sera cannibalisé par des corporations. Et ça, c'est une notion de centralisation qui est en train d'arriver, et je pense que c'est intéressant d'en discuter. Je pense qu'on va pas en faire en tout cas une quotidienne dessus, ni une hebdomadaire dessus, mais je ferai peut-être une vidéo un dimanche dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse parce que c'est une notion qui est très importante dans le sens où on est en train de se diriger vers une centralisation de l'économie générale, alors que on parle beaucoup sur cette chaîne de crypto, de blockchain, dans lequel on est dans une idéologie quand même de décentralisation, et on a les deux qui sont en confrontation, et pourtant on a les deux qui sont en train de fusionner. Quand on regarde JP Morgan qui utilise la technologie pour concevoir ses propres outils centralisés,
Attention, on utilise la technologie, oui, mais on la centralise. Quelle va être la place à travers les monnaies de banque centrale par rapport aux cryptos? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça? Et je pense qu'on a un shift et qui est en train de se faire. Est-ce que c'est réellement le shift lié au Bitcoin, avec l'avènement d'une hyper-bitcoinisation comme on peut l'entendre sur par exemple le crypto Twitter beaucoup? Est-ce que on est dans quelque chose qui va être différent ou pas? Et est-ce que ça va être ce cycle-là qui va être cette réflexion? En tout cas, pour moi, c'est une réflexion que j'ai entamée depuis déjà quelques mois, et je pense que oui, je vous ferai certainement une vidéo un dimanche sur ça, parce que je pense que c'est vraiment très important. Au niveau de cet hebdomadaire, en tout cas, on a eu des clôtures weekly qui ont été très fortes au niveau de la macro, qui nous emmènent potentiellement dans un plus haut pour le S&P 500. Je pense que on va continuer à toucher, bien que quand on regarde le Nasdaq, on a quand même bien la mise en place potentielle ici d'une distribution BCAR-ST SO UT, prise de liquidité, d'accord? Donc là, il va falloir valider, est-ce qu'on confirme ici une rupture haussière sur la prochaine semaine, donc avec une bougie qui va consolider au-dessus. Si on avait clôturé au-dessus de ce niveau-là, je pense qu'on aurait eu un signal qui aurait été relativement important. Là, ce n'est pas le cas, on a un gros rejet. Donc pour moi, il est possible de voir une bougie qui va être dans le rouge, voire même qui va casser en dessous de ce niveau-là la semaine prochaine, pour valider en fait la mise en place potentiel d'une distribution pour un retest effectif des 1500, d'accord, ici des 15 000, pardon, dans lequel on irait retester pour ensuite faire un UTAD. Si jamais, par contre, on a une bougie bien verte et qu'on consolide au-dessus de ce niveau-là, là, à ce moment-là, on aura un narratif qui sera totalement différent. Ça sous-entend que on partira sur quelque chose qui sera beaucoup plus bullish, beaucoup plus fort, et quelque chose qui sera beaucoup plus impulsif, et qui n'est pas en opposition avec la mise en place d'une récession aux USA, parce que on peut avoir une récession et avoir des actions qui poussent, parce que ça sous-entend que derrière les actions vont réagir à quoi? Vont réagir à la probabilité d'avoir la Fed qui diminue ses taux, parce que justement on rentre en récession, et donc derrière l'alimentation en liquidité du marché de l'equity, dans lequel on aura une réaccélération haussière, d'accord? C'est pour ça qu'on peut avoir en fait l'écart entre les deux, et ensuite avoir un recalibrage sur une surexposition, parce qu'encore une fois, on est dans un domaine qui est totalement disproportionnel, où on a les capitalisations les plus grosses qui évoluent à la hausse, les capitalisations les plus basses qui évoluent à la baisse, et c'est pour ça qu'il est important de vraiment bien dissocier les deux, parce que pour moi on est dans une forme de mise en place d'une nouvelle polarité, et ça va être intéressant dans les prochains mois, voire même les prochaines années, voir comment ça va évoluer. En tout cas, plusieurs choses à voir, c'est que le pétrole est en train ici de nous noter une zone d'instabilité, donc on est vraiment dans un niveau critique, hein. On voit bien la clôture de semaine qu'on a eue, avec grosse volatilité à la hausse, grosse volatilité à la baisse, et on recentre dans les 75, je pense qu'on va arriver dans un point pivot qui va être très important. La semaine prochaine, pareil, la clôture mensuelle du mois de novembre, ça va pas être la semaine prochaine, c'est la semaine d'après encore, mais je pense que la semaine prochaine va être un moment important. Pareil, on va avoir des indications très fortes, mais en tout cas, on est ici dans une forme de compensation potentielle d'une Chine qui ne serait pas aussi active que prévu, et à côté, on a un DXY qui est en train de s'enfoncer, donc un dollar qui est en train de respirer à la baisse, qui est plutôt classique, donc normalement qui pourrait marquer le début d'une forme de respiration au niveau des taux d'intérêt très fort, dans lequel on pourrait avoir les 10 ans qui continuent leur chute, et qui permettrait justement de donner un petit peu de lâche au niveau de l'économie, avec une inflation qui continue à s'enfoncer. On serait bien dans cette forme de soft landing qu'on a déjà en tête depuis un certain temps, et ce n'est pas parce qu'on a un soft landing qu'on ne peut pas avoir de récession. Attention, c'est deux choses qui sont séparées. Alors, tout ça pour dire qu'on a une macro qui est plutôt bullish, somme toute, sur une fin d'année, qui est plutôt classique, en fait, par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement, dans lequel on est en train de sortir, je pense, et ça va arriver sur cette fin d'année, à savoir qu'on a Thanksgiving qui arrive la semaine prochaine, donc une sortie de profit qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc on va faire attention par rapport à ça, et surtout, sur cette fin d'année, on va parler aussi du BTC, est-ce que c'est important? Et la notion de déni. Est-ce que nous sommes dans une forme de déni? Et ça, c'est important, parce que c'est quelque chose que je vois souvent, que ce soit dans mes commentaires, que ce soit sur le crypto Twitter, en fonction des types d'analyses que l'on a, que ce soit bull ou bear, on va dire, ah bah tiens, ça, c'est une confirmation du fait qu'on est dans le déni. Chose qui est totalement une forme d'ineptie pure, ça veut dire qu'on base la notion de déni par rapport à l'analyse d'une ou deux personnes. Alors que le déni, c'est l'ensemble du marché qui doit considérer est-ce qu'on est dans un déni ou pas. Et quel est l'ensemble de ce marché? Est-ce qu'on peut considérer que YouTube ou Twitter est l'ensemble du marché? La réponse est clairement non. Donc pour déterminer une phase de déni, ce n'est pas fait par rapport aux évolutions d'une personne ou de l'autre, et en tout cas de l'image qu'on a. On n'est pas suffisamment encore présent sur les différents réseaux pour avoir une vision
global pour pouvoir déterminer ça. Et je pense que la meilleure façon de statuer, est-ce qu'on a un biais ou pas, c'est de retirer tout ce que l'on voit, parce que ce que l'on voit, c'est les analyses, c'est la confirmation du biais que l'on a. Et pour ça, vous savez, ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, que j'aime bien faire ça, on retire ça, et voire même on inverse son biais. En faisant la touche Alt-I sur TradingView, on inverse tout simplement le graphique pour voir est-ce que notre biais est cohérent ou pas. Et je pense que c'est important de le faire pour pouvoir valider est-ce que oui ou non on est dans cette forme de cohérence en inversant, est-ce que on est bien dans ce biais de continuité de tendance ou pas. Est-ce que personnellement je suis bull ou pas? Encore une fois, je le répète, je suis toujours bull. Pour moi, on est dans une continuité haussière. Le Bitcoin n'a jamais inversé sa tendance haussière. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un cycle de contraction qu'on se rapproche du cycle haussier que on est en bull market et que c'est deux choses qui sont séparées. On est pour moi dans une phase de pré-bull. Ce n'est pas parce qu'on est dans une phase de pré-bull qu'on ne doit pas avoir à un moment donné une respiration du marché et qu'on ne doit pas se préparer à cette respiration de marché. Quand je vois ça, clairement, je me dis en effet, on est bien dans une démarche qui est purement une tendance, qui est très marquée, et on le voit très très bien. On a une tendance qui n'a pas été invalidée. On a eu bien cette phase de respiration, donc qui est classique, dans lequel on a une respiration très forte du marché suite à un cycle haussier, dans lequel on fait un cycle baissier, et on re-rentre dans une forme de continuité du cycle haussier. Ok, on retire ça, je retire ces parties-là, on va recacher cette partie-là. Maintenant, la question que vous devez vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que ici, quand on regarde cette typologie de cycle est purement technique, on n'a pas des liquidités et des zones importantes à aller retester en fonction de la typologie de traitement que l'on a. Est-ce qu'on n'est pas ici dans une zone de résistance, voire même de support potentiel pour aller chercher des liquidités supérieures? Est-ce que ce serait pas cohérent d'avoir une hypothèse par rapport à ça, tout en gardant bien évidemment une continuité de la tendance principale? Est-ce que ce serait pas cohérent d'aller chercher les liquidités à 25 000? Est-ce que ce serait pas cohérent d'aller combler l'imbalance que l'on retrouve ici dans cette impulsion haussière par rapport aux liquidités qui sont là? Est-ce que ce serait pas cohérent, ne serait-ce que d'aller retester ici de l'order block qui est laissé à 27 000 pour faire une continuité baissière par rapport ici à cette résistance que l'on a là? Est-ce que c'est être dans le déni d'accepter la probabilité que ça arrive? J'ai envie de vous dire absolument pas. C'est juste être dans la prévision des possibilités et encore une fois de se préparer à avoir tort. Alors, on va retourner sur quelque chose qui est beaucoup plus simple là-dessus et on va aussi en même temps prendre un petit peu de recul et revenir dans cette phase de déni. Le principe de la phase de déni, c'est qu'on est dans une phase de grinding haussier où on a eu en fait une accélération haussière, une cassure, on est vraiment dans la phase de dépression qui est plus une phase de latéralisation très forte, plus qu'une phase baissière dans laquelle en fait on ne voit rien qui se passe. Et pour moi, on peut très bien être ici dans le disbelief, dans cette notion de déni pur d'une réaccélération haussière, mais cette phase de déni, elle peut aussi prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'elle se trouve ici, comprenez-le bien, qu'on est toujours dans cette phase de cassure, en tout cas haussière, dans laquelle on est une phase de tendance qui pourrait être dans une phase d'accélération, mais qui ne l'est pas encore, dans lequel on peut avoir des retracements, on peut avoir des latéralisations, on peut avoir en fait la préparation à l'expansion du marché. Et c'est exactement ce que l'on peut aussi tout simplement voir dans cette zone-là, et je le rappelle, encore une fois, c'est une notion, nous sommes ici dans cette respiration-là. On va juste se remettre en logarithmique histoire de voir un petit peu plus, parce que sinon ça va être un peu moche. Voilà, on est dans cette phase ici de respiration. Alors là même, le problème c'est qu'on a eu le Covid, mais on pourrait très bien être dans une forme de latéralisation, ou voire même de rupture et de latéralisation, avant d'avoir l'expansion pure. D'accord? Comprenez bien que les phases d'expansion sont vraiment très impulsives et dans lequel on a une augmentation de la visibilité des cryptos, une augmentation de l'injection de liquidité des cryptos. On sait qu'on commence à avoir une augmentation de la visibilité, c'est pas encore non plus drastique. On a à côté une augmentation de la liquidité, mais qui est quand même encore très très faible quand on la compare à ce qui s'est arrivé ici dans cette partie-là. Et encore une fois, est-ce qu'on est dans cette notion de fractalité? Est-ce qu'on doit considérer que on reste dans ce qui s'est passé antérieurement, sur les différents cycles, et encore on n'a pas assez de recul pour pouvoir vraiment sortir des statistiques, même quand on regarde ce qu'on a comme visibilité sur le Dow Jones, et qu'on sort des fractalités et du pourcentage, c'est juste un pourcentage de réalisation, et on sait très bien que c'est juste des statistiques pures, il faudrait des statistiques sur des centaines d'années, vraiment vraiment plusieurs
siècles pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui est serein pour pouvoir statuer, et ça resterait encore une fois des probabilités. Donc, est-ce qu'on serait pas sur un cycle qui serait différent, en effet, avec une phase d'accélération? Est-ce qu'on est prêt là-dessus ou pas? Est-ce que cette phase d'accélération sera liée au début des ETF? Est-ce que les ETF, à savoir que quand même on a l'annonce depuis déjà très longtemps de l'arrivée des ETF, et on a la certitude, il y a personne dans le marché qui doute que les ETF soient validés. À quel moment le marché n'est pas pricé par rapport à la validation d'un ETF? Prenez en considération tous ces éléments-là dans le fait que, tout simplement, on pourrait avoir tout simplement quelque chose qui range, malgré le fait que ici on a eu la validation des ETF. Parce qu'on a une phase de latéralisation, on attend d'avoir de l'injection de liquidité pour repartir à la hausse. Pareil, on pourrait avoir une injection tout de suite des liquidités, dans lequel on pourrait avoir une accélération haussière. Ok, mais admettons, c'est déjà pricé. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les personnes qui considèrent qu'on est en full bull run ne sont pas dans le déni de la possibilité d'avoir une respiration, d'avoir un retest des 32 000, voire un retest des 25 000. Par contre, les personnes qui attendent qu'on arrive dans ces zones-là pour s'exposer et qui sont pas encore exposés, eux, par contre, voilà, notion de risk management, je pense qu'on est très très loin et il y a du travail à faire par rapport à tout ça. Mais pour moi, en fait, la notion, c'est qu'on commence à avoir un ensemble de confirmations du fait que, oui, le marché est peut-être prêt, on est peut-être dans une préparation de bull run. Est-ce qu'on est dans un bull run? Je pense qu'on ne l'est pas, parce qu'on n'a pas d'accélération suffisamment forte et impulsive, et dans lequel on n'a pas encore suffisamment de monde qui rentre dans le marché pour être réellement bull run. Pour moi, on est en phase préparatoire de bull run. Ça sous-entend qu'on peut avoir encore de la latéralisation, on peut avoir encore des retests, et c'est pour ça qu'il faut être préparé à ça. Et vous allez le voir, de toute façon, quand on sera en bull run, vous le saurez, parce que tout simplement, tout le monde sera extatique continuellement. Il n'y aura quasiment plus de bear, ça n'existera plus. Et on sera en full grid continuellement, et c'est pour ça aussi qu'il faut se préparer psychologiquement à ces périodes-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que est-ce qu'on a eu de la volatilité ces 3 dernières semaines? Quand on regarde, on a eu des volatilités hebdomadaires qui ont été très fortes dans une journée, mais dans lesquelles on a compensé sur la semaine. Et ça se voit bien, on n'a pas décollé, on n'est pas dans ces phases, ici, d'accélération haussière de la volatilité. On a des phases de préparation, on est encore dans des niveaux qui sont très bas, mais qui sont des phases préparatoires. Est-ce qu'on est trop tard par rapport au bull run? Mais le bull run, encore une fois, on n'est pas sur une fin de bull run, donc est-ce qu'il est trop tard? Non, il est jamais trop tard. On n'est pas dans un top. Pour moi, le top arrivera en 2024-2025. Pour moi, c'est même... Je vous ai donné mes dates, d'ailleurs je les remets là, et je les garde de toute façon affichées continuellement pour me les garder en tête. Alors c'est pas celui-là, on va revenir, on va bien choisir, hop, c'est ici. Pour moi le début du bull run sera sur Q3, Q4 2024, et la fin du bull run sera sur Q3, Q4 2025, si jamais on a un écart. Donc pour moi, on va avoir cette phase ici qui sera une phase d'euphorie, dans laquelle on pourra avoir des respirations, on pourra avoir des cassures, on pourra avoir des retests, on a plusieurs moyens de prendre des profits, on aura le moyen de traiter régulièrement, de toute façon, dans tous les cas, on aura les quotidiennes pour traiter, et c'est le but justement des quotidiennes, c'est pouvoir analyser ce qui se passe au niveau du marché, et pouvoir statuer quotidiennement, est-ce que oui ou non on a des accélérations, est-ce que oui ou non on a des phases d'inclinaison, et c'est ça qui est important aussi, c'est se préparer psychologiquement. Pour continuer dans cette réflexion-là, on va juste aller chercher autre chose, pour bien comprendre qu'il y a des possibilités, en effet, de retest et des formes d'inclinaison. Là-dessus, je vous ai dit continuellement dans les quotidiennes qu'on est dans des setups qui étaient quand même un petit peu particuliers, dans lequel on avait la préparation de choses qui étaient déjà bien présente. Ce qu'on voit ici, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir ici, dans cette zone-là, ce qu'on a pu voir aussi ici, que ce soit au niveau du RSI, que ce soit au niveau des cours. Donc c'est possible qu'on ait des respirations, des temporisations, voire même un retracement léger avant de pouvoir repartir. Et ça se voit aussi au niveau du volume, dans lequel on a quand même des aplats, des creux total de volume, qui ont été laissés par cette imbalance-là. On le voit bien ici, ce gros creux bien présent pour un retest ici des 31 000, 32 000 avant de pouvoir repartir. On voit qu'on a d'autres creux qui sont beaucoup plus bas, mais qui sont quand même compliqués à aller chercher ici, mais qu'on le garde en tête, on doit les garder en tête, parce que tant qu'on n'a pas cette phase d'accélération haussière extatique avec une injection de liquidité, c'est des probabilités. À partir du moment où, en effet, on va avoir des injections de liquidité massives, et derrière un début de recherche réelle, une augmentation, en fait, de nouveaux arrivants sur la crypto, on n'ira pas retester ces zones-là, d'accord? C'est clair, c'est sûr, mais est-ce qu'on y est déjà? La question
Je pense qu'on a déjà une partie de réponse. Si on était déjà, je peux vous dire qu'on aurait eu une semaine qui aurait été très agressive, encore haussière. Je vous remontre en fait une visibilité sur ce qui s'est passé. On voit bien les accélérations haussières, on voit bien les semaines qui s'enchaînent où c'est que des bougies vertes dans lesquelles on n'a pas de retest. Alors que ici, on a bien une accélération haussière, temporisation, retest, réaccélération. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette démarche-là ici? Est-ce qu'on ne serait pas dans cette consolidation ici? C'est des questions que vous devez vous poser et vous préparer psychologiquement à toutes les éventualités, et c'est la meilleure façon de le faire. Les personnes qui sont enclins et enfermées dans une certitude sont les seules personnes qui sont dans le déni des autres éventualités, et c'est-à-dire qu'ils ne seront pas préparés à tout ce qui peut se passer à côté, et ça c'est le plus important pour vous. Et on va terminer sur deux autres points. La première chose, ça va être vraiment un petit peu prendre du recul par rapport à ce qu'on connaît sur le perpétuel au niveau de Binance, dans lequel l'Open Interest, j'en parle souvent sur le fait qu'on est en train de s'effondrer. Et je veux vous faire prendre du recul en weekly cette fois-ci, dans lequel on voit bien, depuis qu'on a fait le bottom ici, qu'en effet on est sur le perpétuel qui est en train de s'enfoncer. Ça sous-entend qu'on a de moins en moins de leviers qui sont en train de se positionner. Sous-entendu aussi que les leviers qui étaient majoritairement en short dans cette cassure baissière, ne sont pas remplacés forcément par les mêmes niveaux de longue. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans cette phase d'incertitude. On n'est plus dans une phase d'expansion pure, et c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, ici, le marché n'est pas encore dans une phase d'accélération réelle. Pour moi, on devrait retrouver des leviers très forts et avoir une expansion des leviers d'accélération, et dans lequel on devrait avoir des positions qui se construisent en longue. On a des positions, mais ce n'est pas suffisant pour être vraiment dans ce qu'on peut caractériser dans une phase d'expansion pure, qui est la phase réelle qu'on retrouve dans le bull run. Pour aller encore un petit peu plus loin, moi ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est toujours ce Kingfisher, donc il y a la représentation réelle par rapport au mouvement que l'on connaît, et ici on va diminuer un peu en time frame avec une vision en 4 heures. On voit bien que ici on est dans une phase de compression, d'accord, je vous commence à en parler dans les quotidiennes, mais dans lequel on voit bien ici cette forme d'étau, d'accord, on voit bien une liquidité haussière, une liquidité ici, enfin short, qui est en train de se mettre en place, une liquidité longue qui est en train de se faire, et on a bien cette forme d'étau que l'on voit bien au niveau du cours. Les personnes sont en train de se positionner aux deux éventualités. Et on voit que on a ici une incertitude. Les mouvements sont identiques. C'est pour ça qu'on est dans une compression. Et c'est pour ça aussi que on a cette forme d'affaissement un petit peu au niveau du cours, dans lequel on n'arrive pas à reprendre de la hausse, et c'est pour ça que il faut aussi accepter le fait qu'on peut très bien accélérer, comme aller retracer. Il faut pas attendre l'un ou l'autre, il faut être surtout préparé aux deux, et ce sera certainement le mot de la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai adoré vous la faire, comme d'habitude, et on se retrouve demain 8h30 pour une vidéo spéciale dimanche dans laquelle je vais parler du RWA, Real World Asset. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la tokenisation et vous avez été nombreux à me le demander plusieurs fois sur les commentaires d'en refaire une, et je vais justement vous expliquer ce que c'est, l'utilité que ça a, le narratif qui est derrière, et surtout les cryptos qui peuvent être intéressantes à suivre par rapport à ça, et où trouver les informations. Ça, c'est demain 8h30, une grosse vidéo en prévision.